Yo les chums, qu'est-ce qui représente une bonne carte selon vous? Le genre de carte qu'on veut absolument inclure dans nos decks. J'ai envie aujourd'hui de faire un petit exercice avec les cartes révélées jusqu'à présent, sachant que nous n'aurons pas d'autres spoilers avant le début de l'été, selon les dires d'un membre de Wilco. Ils auraient un plan en place pour dévoiler celle-ci à une très bonne séquence. Avant de continuer, je vous rappelle qu'autour de 10% seulement d'entre vous qui regardez sont abonnés à la chaîne, donc si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas, ça m'aide énormément. Merci beaucoup! Pour pouvoir facilement et de manière ludique, si on veut, évaluer les cartes, j'ai pensé à un petit système grandement inspiré d'un autre jeu de cartes auquel je joue depuis quelques années. Prenons une carte de base Vanilla pour mieux comprendre. T-Bug, ici, a un coût de 3, a 5 de puissance et a besoin d'une rame jaune pour être joué dans votre deck. L'exemple aurait pu être fait également avec Swordwise Hustle, puisque c'est l'équivalent en rouge du côté Arasaka. Petit détail intriguant, l'une est une commune, tandis que l'autre est peu commune. C'est probablement simplement une erreur ou des versions bêta, alpha des cartes, qui sont donc temporaires et non finales pour celle-ci. Pour continuer donc sur T-Bug, si on prend ces 5 de puissance avec un coût de 3 et une rame nécessaire, ça nous donne un résultat de 1.66 de statistiques par Eddies. Arrondi donc à 1.5 pour la simplicité et la clarté, ça revient à dire que si on fait x3, 1.5 x 3 donc, on revient à 4.5. On va arrondir à 5 de puissance, donc au final. On peut donc estimer qu'une unité sans effet, qui est facilement entre guillemets jouable pour 1 de RAM, a droit à environ 1.5 de puissance pour chaque Elise qu'elle coûte. Ça, c'est la statistique la plus basique, la plus simple qu'on peut déterminer par ce petit système. Pour la suite de la vidéo, je vais ignorer les demandes de RAM des cartes. C'est un point qui est vraiment intéressant à discuter, mais qui devrait attendre jusqu'à connaître les 140 cartes du set pour pouvoir les comparer entre elles et ainsi avoir des vrais points de repère. Prenons les cartes ayant un coût de 4. Un bon ensemble idéal pour démontrer mon système. Si on considère les 1.5 de statistiques par Elise, les unités devraient avoir 6 de puissance. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas, parce que sinon, le jeu serait tout simplement non intéressant, sans saveur, sans particularité. On a le Delamain Cab, qui a droit à 7 de puissance, mais qui n'a aucun texte. Tandis que quelqu'un comme Kerry Eurodyne a 3 de puissance seulement, puisqu'il a un effet, qui est très puissant au passage. En prenant compte du système de 1.5 de puissance par Elise, voici la note que je donnerai à chacune de ces cartes. On commence avec V Street Kid, une légende donc qui donne 2 de rame rouge, coûte 4 parce qu'elle est go solo avec 3 de puissance, et un effet Defeated, on va trasher le top 3 de notre deck, puis on va choisir un Brain Dance programme dans notre trash et l'ajouter à notre main. Je donne un A parce que c'est un effet intéressant. Il va, oui, être éliminé, mais il va nous donner une carte en retour. C'est donc un programme Brain Dance qui n'a pas de limitation, fait que c'est pour être une carte très puissante qu'on ramène grâce à lui. Et c'est un go solo assez tôt aussi dans la partie, fait que ça peut être très intéressant, je pense, comme effet, mais pas incroyable non plus. C'est pour ça que je lui donne un A. Ensuite, le El Sombreron, que je donne un S tiers parce que je le vois vraiment comme une excellente unité mid-game en rouge. Certes, il demande 4 de rame rouge, mais c'est pour de très bonnes raisons. Il y a 4 de puissance, cependant, lorsqu'il va attaquer une unité rivale, on va doubler sa puissance. Donc au grand minimum, il va attaquer pour 8. Donc si l'adversaire veut bloquer ce genre d'attaque, ça va demander des petits bloqueurs qui sont soit upgradés, soit des bloqueurs plus puissants comme Goro, qui lui-même devrait être upgradé. Si je ne m'abuse, il n'a pas assez de puissance par défaut pour défendre une telle attaque. Exactement, donc comme je pensais, Goro a 7 de puissance par défaut, donc il ne peut pas se protéger sans gear ou effet autre d'une attaque du El Sombreron. C'est pourquoi je pense que c'est une carte vraiment S tier. La jouer on curve, donc lorsqu'on a 4 ressources, ça me paraît très intelligent. Ça pose une menace directe à l'adversaire qui certes va pouvoir contre-attaquer par la suite, mais nous on peut le garder à la limite en backline comme une unité qui va être présente pour faire un swing pas final, mais qui
pourrait vraiment changer le courant de la partie. Kari Earldine ensuite, que je donne un A. Une unité qui a 3 de puissance comme vie, mais évidemment c'est une légende, c'est pas une unité donc c'est très différent. Mais Kari nous dit on va le taper, on va l'exhaust. Si on a un gig à valeur maximale, on va piocher 2 cartes. Très important, les unités qui ont des effets de se taper, d'être exhaust, ne peuvent pas s'utiliser le tour qu'elles sont jouées, tout comme une attaque. Ça me paraît logique et très bien d'un point de vue gameplay et balancement des cartes. Par contre, Kari, si on commence avec des petits dés, donc on a plus ou moins plus de chances de rouler les faces maximales, il coûte 4. Donc si on sort au tour 1 en étant deuxième, on va au minimum avoir 2 dés, 2 chances d'avoir un dé à valeur maximale. Notre premier et puis notre deuxième du tour suivant qu'il va pouvoir se faire exhaust pour faire son effet. Certes, ça le met lui en position vulnérable, mais on va chercher 2 cartes et 2 cartes dans un jeu qu'on doit piocher des cartes pour mettre des ressources supplémentaires, pour donc des gears ou des programmes. Je vois pas pourquoi ça serait mauvais. Je pense sincèrement que Kari va être une super bonne carte pour tout deck rouge. On a ensuite Meredith Stout, une carte que j'ai donnée un C effectivement. Elle aussi a 3 de puissance. Par contre, son effet, lorsqu'un adversaire va réduire la valeur de 1 ou plusieurs friendly gigs, donc 1 ou plusieurs de nos dés à nous, on peut choisir une carte de notre trash et l'ajouter à notre main. Certes, c'est un effet très intéressant, mais par contre, quel genre de deck, quelle stratégie va réellement jouer tant que ça avec la valeur de nos dés? Je pense pas qu'il va en avoir beaucoup. La bonne chose avec elle, c'est qu'il n'y a pas de limitation sur quelle carte de la trash elle veut ramener, c'est n'importe laquelle. Mais pour 4 et 3 semaines de puissance, j'ai pas l'impression que c'est si intéressant que ça à jouer. C'est une carte de sideboard peut-être, pour vraiment être prêt à ce genre de stratégie. Mais pour l'instant, je considère pas que c'est une très bonne carte. Gorilla Arms, ensuite, notre seul gear à 4, qui donne plus 4 de puissance. Et la première fois que cette unité, donc l'unité qui a les Gorilla Arms, va voler un gig adverse chaque tour, on peut voler un gig adverse supplémentaire qui a le même nombre de côtés. Donc si par exemple notre adversaire avait volé notre D6 et que nous par la suite on vole leur D6, on peut reprendre le nôtre en même temps la première fois qu'on attaque avec l'unité. C'est un effet vraiment puissant, c'est pour ça que je donne un A, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais voilà, c'est pour ça que je vous donne un A. Comme El Sombreron, ça demande 4 de rame jaune, mais on voit ce qui demande 4, c'est des effets tellement impactants et tellement puissants. Voler 2 dés d'un coup, plus ou moins facilement, si on a la carte en main et que l'adversaire ne le sait pas, on peut un peu mieux préparer ce genre de coup-là. Donc en roulant des dés spécifiques, en voyant qu'il va voler des meilleurs dés, donc nous on sait qu'on va pouvoir le reprendre plus ou moins facilement. Donc moi je trouve que Gorilla Arms c'est très intéressant comme carte. Ensuite pour Emergency Atlas et Delaman Cab, c'est très simple, les deux je leur donne des B, des cartes qui ont 7 de puissance, donc c'est quand même pas rien. Cependant ils demandent 3 de RAM les deux, donc en vert et en bleu, ce qui n'est pas très très intéressant. Je pense qu'on préfère jouer des cartes qui ont un peu moins de puissance, mais qui ont un effet quand même pour 3 de RAM. Ça reste des cartes classiques, simples, qu'on va peut-être inclure quand même dans nos decks, mais c'est pas le genre de carte qui me saute aux yeux pour le moment. Et finalement, Goro Takimura, que je donne un A aussi, donc beaucoup de bonnes cartes comme on voit ici. Goro, donc un A qui demande 3 de RAM également. Cependant, lui a 5 de puissance par défaut, mais il a 1 de plus pour chacune de nos légendes face visible durant notre tour. Ce qui veut dire qu'il va probablement sortir à 5. On va pas attaquer avec, on va le laisser attendre pour l'instant. Le tour suivant, on va avoir 5 Eddies, probablement, ou 6 si on le joue un petit peu plus tard. Donc on va pouvoir sortir une légende. On pourrait ne rien payer, le tour adverse va avoir lieu, l'adversaire va jouer une carte, ou des cartes,
va attaquer. On va flipper une autre légende. Gros va être rendu à 7 de puissance à notre tour. Il peut donc vraiment devenir plus gros assez rapidement. Donc avec un gear sur lui, ça devient un 10 de puissance plus ou moins facilement. C'est pourquoi je pense que c'est quand même une très bonne carte pour les decks verts. Continuons avec les cartes à 6 Elise, un coût qui commence à être plutôt important, même si ça représente la plupart du temps le tour 3 dans une partie. Avec la même méthode précédente, une unité qui coûte 6 aurait donc droit à 9 de puissance. Ici on peut voir que seulement le Minotaur a droit à une telle force, mais il demande quand même 4 rames en rouge, ce qui est vraiment pas rien. Les deux autres unités, qui en demandent 3 ici, ont 6 de puissance, donc 3 de moins que la normale, la moyenne, mais ont un effet passif qui sont plutôt impactants. Les deux autres sont des légendes, avec des capacités très uniques, donc plus difficiles à critiquer, mais je vais quand même vous montrer mes notes pour ces cartes. Donc voilà, en commençant avec Royce, la légende qui a 6 de puissance en go solo pour 6, évidemment. Durant notre tour, cette légende a plus 2 de puissance pour chaque gear équipé. Si on lit bien la carte, moi, de manière que je la comprends, Royce va regarder tous les gears en jeu, pas seulement les friendly, donc ceux que nous contrôlons, et il va avoir plus 2 de puissance pour chacun d'entre eux. Donc Royce a besoin de 2 gears équipés en jeu seulement pour voler 2 gigs d'un coup. C'est pour ça que je donne un A. J'ai l'impression que c'est très fort. De toute façon, toutes les légendes Go Solo, je trouve que c'est des effets tout le temps. Il me semble vraiment intéressant. Et le dessin, le visuel de Royce est très très beau aussi. Donc, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Évidemment, c'est pas un S parce que s'il y a aucun gear en jeu, si on piège pas nos gears et que l'adversaire ne joue pas vraiment de gear, ben c'est un Go Solo qui a 6, qui a aucun effet, fait que c'est un peu moyen. Le Armored Minotaur, que je donne un S bien entendu, 9 de puissance, qui a un effet d'entrée en jeu en plus. Si on a 12 de Street Cred ou plus, on va éliminer une unité rivale qui a 5 de puissance ou moins. 12 ou plus, ce n'est pas difficile à faire. On va commencer avec un petit dé, puis un autre petit, puis un peu plus gros pour être sûr d'avoir les 12 ou plus. Puis un 5 de puissance ou moins, mais ça peut être des bloqueurs, ça peut être des légendes en Go Solo qui arrivent, qui n'ont pas beaucoup de puissance, certes, mais qui auraient un effet impactant si elles pouvaient attaquer, par exemple. Donc le Minotaur, ce n'est pas pour rien que c'est une Epic Rare, si on doit se fier à l'image qu'on a actuellement de la carte. Un effet hyper puissant. Les effets d'entrée en jeu, de toute façon, c'est toujours des très bons effets dans les jeux de cartes. Donc le Minotaur ne fait pas exception à la règle. Jackie Wells, ensuite, un autre S ici, qui a 6 de puissance. Par contre, il va avoir plus 2 de puissance pour chacun de nos friendly gigs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va minimalement avoir, je pense, 12 de puissance lorsqu'on va le jouer. Parce que 12, ça représente 3 gigs alliés. À 6 en coup, ça me semble plus ou moins logique. Fait que Jackie est un très gros body qui fonctionne sur le tour adverse également. Voilà. Je ne vois aucun point négatif vis-à-vis de cette carte. Riding Nomad, ensuite une carte que j'aimerais bien aimer, mais je lui donne seulement un B. Effectivement, c'est une unité à 6 de puissance, donc ce n'est pas mauvais, mais qui demande 3 de RAM pour un effet qui dit « Cette unité peut attaquer les unités rivales spent le tour qu'elle est jouée. » Donc l'adversaire doit avoir des unités inclinées, puis nous, on va plus ou moins passer notre tour à jouer cette carte pour en profiter, ou on la garde en main pour la jouer late game et aller chercher des unités plus puissantes que l'adversaire aurait joué. Moi, je sais pas, je donne un B. C'est le genre de carte que j'aurais aimé voir un effet. Elle pourrait attaquer toute unité rivale le tour qu'elle est jouée, mais seulement le tour qu'elle est jouée, bien entendu. Ça aurait peut-être été trop puissant, ça casse un peu les règles du jeu, mais c'est sûr qu'on va voir ce genre de carte-là, je pense, dans le futur.
Mais pour l'instant, c'est ça. Riding Nomad mérite un B. Et finalement, on a Alt Cunningham, la légende bleue, qui a 4 de puissance seulement en go solo. Cependant, lorsqu'elle va voler un gig, on peut la retirer du jeu, de la partie. Si on le fait, on va choisir un programme dans notre trash et on le joue gratuitement. Je donne un B parce que 4 de puissance pour 6, c'est vraiment, mais vraiment pas beaucoup. J'allais dire mauvais, mais on va dire pas beaucoup. Faut qu'on aille un programme dans notre trash, ce qui n'est pas nécessairement facile, automatique à faire, surtout rapidement comme ça pour une carte qu'on veut sortir à 6 ressources, 6 à 10. On joue gratuitement, ça évidemment c'est la très bonne partie de cette carte-là. Mais est-ce que tant de programmes que ça, à coût 5 ou moins, qui vont être impactants à rejouer gratuitement, je ne sais pas trop. Peut-être avoir des combos avec elle à surveiller, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est si bon que ça. Donc, je donne la note de B. Donc certes, cet exercice n'était peut-être pas le plus scientifique, mais l'objectif était vraiment de vous présenter comment je regarde une carte et comment je l'évalue vis-à-vis d'autres du même genre, ici du même coup. Je suis confiant cependant pour dire qu'avec la petite quantité de cartes connues, très peu semblent mauvaises ou complètement injouables. C'est un très bon signe pour le jeu, l'avenir de celui-ci, et ça devrait rendre le deck building hyper intéressant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez apprécié, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine!